Les indicateurs de santé client. Comment mesurer une véritable croissance? Dans les leçons précédentes, nous avons vu à quel point les clients existants sont importants. Dans de nombreuses entreprises, ils représentent plus des 2/3 du chiffre d'affaires total. Avec cela en tête, imaginons que nous arrivions à la fin d'un trimestre ou d'une année complète. Et posons-nous une question fondamentale. Avons-nous vraiment bien performé? Pour y répondre correctement, nous nous appuyons sur 3 indicateurs clés. Le taux de rétention. Le premier indicateur est le taux de rétention. Il mesure quelque chose de très simple. Combien de clients continuent d'utiliser votre produit dans le temps? Après 3 mois, 6 mois, 12 mois, selon votre modèle économique. Au fond, il vous indique à quel point votre base de clients est fidèle. Dans un monde idéal, on aurait une rétention de 100%. Mais même 75% est déjà un très bon résultat dans la plupart des secteurs. Comment le calculer? La formule est divisé par client au début, cela vous donne un pourcentage. Pourquoi c'est important? La rétention vous indique si votre stratégie fonctionne vraiment. Il ne suffit pas de regarder les pics de vente. La vraie question est, les clients restent-ils ou partent-ils? Si vous acquérez 20 clients chaque mois et que vous en perdez 20, cela peut sembler stable sur le papier. Mais en réalité, vous ne croissez pas. Vous ne faites que remplacer les clients perdus. Et avec le temps, cela signifie vous remplacez des clients, vous ne construisez pas de croissance. Le taux de churn. Le deuxième indicateur est le taux de churn. C'est l'inverse de la rétention. Il mesure combien de clients cessent d'utiliser votre produit. Comment le calculer? Client perdu divisé par client au début 100. Comment réduire le churn? Il existe plusieurs leviers. Améliorer le produit s'il ne répond pas aux attentes, ajuster le prix si le marché a évolué, renforcer la relation client et le support. Le churn est particulièrement critique dans les modèles par abonnement, SaaS, plateforme, modèle d'adhésion, car il vous montre exactement combien de clients vous perdez chaque mois. La valeur moyenne de commande. Le troisième indicateur est la valeur moyenne de commande. Elle représente votre chiffre d'affaires moyen par transaction client. Comment la calculer? Chiffre d'affaires total divisé par nombre de commandes. Pourquoi c'est important? L'AOV vous indique combien vaut, en moyenne, chaque client. Elle vous aide à comprendre le comportement d'achat. Et plus important encore, si votre stratégie augmente la valeur de chaque vente. Si le nombre de commandes reste le même, mais que l'AOV augmente, votre chiffre d'affaires croît significativement sans acquérir davantage de clients. Comment augmenter l'AOV? Il existe plusieurs stratégies. L'upselling, faire monter les clients vers des produits à plus forte valeur. Le cross-selling, ajouter des produits complémentaires. Les seuils de commande minimum, encourager des paniers plus importants. Attention toutefois, des seuils trop élevés peuvent réduire les conversions. Mais bien menée, l'optimisation de l'AOV peut considérablement augmenter le chiffre d'affaires. Donnons vie à tout cela avec un exemple concret, car les chiffres ne veulent dire quelque chose que lorsqu'on peut en voir l'histoire. Imaginez 2 instantanés de la même entreprise, pris à plusieurs mois d'intervalle. Dans le premier instantané, nous avons 3 clients générant 18 000 € de chiffre d'affaires. Avançons dans le temps, et dans le second instantané, nous avons désormais 4 clients, et le chiffre d'affaires est passé à 20 000 €. Mais voici le rebondissement. En chemin, nous avons perdu un client. Si vous ne regardez que les chiffres globaux, vous vous dites « Super, les clients ont augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté, tout va bien ». Mais ce n'est pas toute l'histoire. Décortiquons cela avec les 3 indicateurs que nous venons de voir. D'abord, la rétention. Nous avons commencé avec 3 clients et terminé avec 4. Mais ce gain net d'un client cache quelque chose d'important. Nous avons en réalité acquis 2 nouveaux clients. Cela nous montre que la base de clients n'est pas statique, elle évolue, avec des mouvements dans les 2 sens. Ensuite, le churn. Sur les 3 clients de départ, nous en avons perdu 1. C'est une perte réelle, mesurable, et c'est une partie essentielle du tableau. Car une croissance sur le papier peut masquer une véritable érosion en dessous.
Si on ignore le churn, on risque de passer à côté d'une fuite dans l'entreprise qui travaille silencieusement contre nous, même quand les chiffres globaux semblent positifs. Et enfin, l'AOV, la valeur moyenne de commande. Ici, on prend les 20 000 € de chiffre d'affaires et on les divise par les 4 clients. Cela nous donne 5 000 € de valeur moyenne de commande. Alors, quel est l'enseignement ? Quand on combine ces 3 indicateurs, rétention, churn et AOV, on obtient une image bien plus riche et bien plus honnête que ce que le chiffre d'affaires et le nombre de clients seuls pourraient jamais donner. Le chiffre d'affaires a augmenté, oui, mais on a aussi perdu un client, on en a gagné 2, et chaque client vaut désormais en moyenne 5 000 €. C'est ce genre de perspective qui distingue un reporting de surface d'une véritable intelligence économique. Alors, rassemblons tout cela. Le taux de rétention, le taux de churn et la valeur moyenne de commande, ce ne sont pas juste des chiffres que l'on met dans un tableau de bord et que l'on oublie. Ils ne sont pas là pour faire joli sur une feuille de calcul. Ils vous disent quelque chose de bien plus profond. À quel point votre base de clients est réellement saine, sous la surface. Et voici une statistique qui devrait vous arrêter net. Selon Ben & Company, augmenter la rétention de seulement 5% peut faire croître les profits de plus de 25%. Relisez cela. Une amélioration de 5%, quelque chose qui peut sembler minime, presque négligeable, peut se traduire par un quart de profit en plus. Pourquoi ? Parce qu'un client fidèle n'est pas juste une vente de plus sur le registre. Un client fidèle est un multiplicateur. Il revient. Il dépense davantage dans le temps. Il recommande d'autres personnes. Il coûte moins cher à servir car vous connaissez déjà ses besoins. Autrement dit, la rétention n'est pas un indicateur que l'on suit après coup. C'est un levier que l'on actionne pour générer de la valeur à long terme. Et voici la vraie leçon ici. Maîtrisez ces 3 indicateurs et vous ne mesurez plus seulement votre entreprise, vous la pilotez. Après-vente et Customer Success, c'est là que la vraie croissance se joue. Commençons par un changement de mentalité qui change tout. La première vente n'est pas la fin du parcours, ce n'est que le début. Réfléchissez un instant à cela. Tant d'entreprises consacrent toute leur énergie à conclure l'affaire, puis, une fois l'encre séchée, passent au prospect suivant, comme si la relation était terminée. Mais sur un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises qui se démarquent vraiment ne sont pas celles qui disparaissent dès que la première affaire est signée. Non, ce sont celles qui restent présentes après, celles qui continuent à se manifester, à prendre des nouvelles, à apporter de la valeur bien après la signature du contrat. Et cela nous amène à l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses en affaires, négliger le client après la vente. Cela se produit discrètement. Personne ne décide de le faire exprès. Mais peu à peu, les appels de suivi s'arrêtent, les prises de contact s'estompent et le client commence à se sentir comme un simple numéro plutôt qu'un partenaire précieux. Et c'est précisément le moment où les concurrents trouvent leur ouverture. Car la véritable croissance ne se joue pas au moment de la vente, elle se joue dans tout ce qui vient après. Alors, comment rester réellement présent après la vente ? Cela commence par quelque chose de simple, livrer de la valeur tangible. Et comment fait-on cela ? Par des rapports, des analyses et des mises à jour. C'est là que vous aidez le client à vraiment comprendre ce qui se passe en coulisses, comment le service performe, comment la campagne évolue, comment le produit est réellement utilisé au quotidien dans son activité. Mais voici le point essentiel, il ne s'agit pas seulement de transmettre des données. N'importe qui peut envoyer un tableau rempli de chiffres. Ce qui compte vraiment, c'est de guider le client pour qu'il comprenne ce que ces résultats signifient réellement pour lui. Car les données, à elles seules, ne parlent pas. Elles ont besoin de contexte. Elles ont besoin de quelqu'un pour traduire les chiffres en une histoire. Voici ce qui fonctionne, voici ce que cela signifie pour votre activité, voici où nous allons ensuite. Et voici le principe qui relie tout cela. Plus un client comprend clairement la valeur qu'il reçoit, plus il la reconnaît. Une valeur qui passe inaperçue équivaut presque à ne pas exister. Alors ne vous contentez pas de livrer des résultats, livrez de la compréhension. C'est ce qui transforme un client satisfait en client fidèle.
Un autre élément clé de la réussite après-vente est la communication régulière. Nouvelles fonctionnalités, mise à jour produit, nouveaux lancements. Tout cela devrait être partagé avec votre client, non pas enterré dans un changelog qu'il ne lira jamais, mais communiqué activement, d'une manière qui l'atteint réellement. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il y a une simple réaction en chaîne à l'œuvre ici. Plus le client comprend votre produit, plus il l'utilise. Et plus il l'utilise, plus il lui accorde de valeur. Voyez-le ainsi, une fonctionnalité que le client ignore équivaut à une fonctionnalité qui n'existe pas pour lui. Mais dès que vous lui montrez comment une nouveauté peut résoudre un problème qu'il rencontre ou lui faciliter la vie, c'est à ce moment-là que l'adoption augmente. Et l'adoption est le fondement de tout le reste. La rétention, les ventes additionnelles, les recommandations, tout commence avec un client qui comprend vraiment et qui utilise ce que vous avez construit. Alors ne supposez pas que le silence est sans conséquence. Communiquez régulièrement et observez comment la relation se transforme. Parlons maintenant de quelque chose que l'on néglige souvent. Dans l'après-vente, les relations comptent tout autant que le produit lui-même. Cela va au-delà des emails et des rapports. Cela signifie des déjeuners d'affaires quand c'est possible, des prises de nouvelles, des conversations informelles, même échanger sur les derniers potins. Ces moments peuvent sembler anodins, voire sans lien avec les affaires, mais ils font quelque chose de puissant. Ils vous maintiennent présent à l'esprit du client. Car lorsqu'un concurrent se présente ou qu'une décision budgétaire doit être prise, à qui pensez-vous que le client pense en premier? Au fournisseur qui ne se manifeste que lorsqu'il faut renouveler un contrat? Ou à celui qui a été véritablement présent en construisant une vraie relation au fil du temps? Et voici l'équilibre à trouver. L'objectif est simple, être présent sans être intrusif. Vous n'essayez pas de devenir son meilleur ami et vous n'essayez pas de lui vendre quelque chose à chaque échange. Vous construisez de la confiance, une interaction authentique à la fois. C'est ce qui transforme un fournisseur en partenaire. Utilisez les réseaux sociaux de manière stratégique. Les plateformes sociales sont un outil puissant aujourd'hui. Publications, stories, contenus. Ils ne servent pas uniquement à la communication de marque. Ils aident aussi à créer du lien. Et parfois, ils vous aident même à mieux comprendre vos clients. Soyez proactif, pas réactif. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie ne pas attendre que le client vous contacte. Trop souvent, les entreprises tombent dans un état d'esprit passif. Elles attendent que le téléphone sonne, attendent que l'email arrive, attendent qu'un problème apparaisse avant d'agir. Mais à ce stade, vous êtes déjà en train de rattraper votre retard. Prenez plutôt l'initiative. Reprenez contact périodiquement, même quand tout va bien. Posez des nouvelles, posez des questions, restez engagé. Et allez plus loin. Comprenez les besoins à venir avant même que le client ne les exprime. Qu'est-ce qui change dans son activité? De quoi pourrait-il avoir besoin dans 3 mois, dans 6 mois? Car lorsque vous pouvez anticiper ces besoins et vous y préparer à l'avance, vous n'êtes plus simplement un fournisseur qui réagit aux demandes. Vous devenez un partenaire stratégique déjà en avance, une position extrêmement difficile à contester pour n'importe quel concurrent. Et si vous n'avez pas la solution? Parfois, les clients demanderont quelque chose que vous ne proposez pas. Beaucoup de gens se trompent sur ce point. La bonne réponse n'est pas d'ignorer la demande, mais de rester utile malgré tout. Suggérer des alternatives ou d'autres fournisseurs. Paradoxalement, cela ne diminue pas votre valeur, elle l'augmente, car cela vous positionne comme un partenaire de confiance, et pas seulement comme un vendeur. Demandez du feedback. Enfin, et surtout, demandez toujours du feedback. Cela a un double effet. Cela améliore votre produit, cela renforce la relation, car le client se sent écouté, et cela change tout. Conclusion. L'après-vente n'est pas une phase secondaire. C'est l'un des moteurs de croissance les plus puissants en affaires. Car un client satisfait n'est pas seulement quelqu'un qui reste, c'est quelqu'un qui revient. Et surtout,
quelqu'un qui parle de vous. Et finalement, le meilleur marketing que vous puissiez jamais avoir, c'est celui-ci. Un client heureux qui devient votre meilleur ambassadeur. Scénario final. Conclusion de la formation. Tout au long de cette formation, j'ai partagé avec vous une série d'approches, d'outils et de méthodologies qui m'ont été réellement utiles dans mon propre parcours professionnel. Et j'espère sincèrement qu'ils vous seront tout aussi utiles. Avant de nous dire au revoir, prenons un instant pour récapituler rapidement tout ce que nous avons abordé. 1. Marketing et image de marque personnelle. Nous avons commencé par une idée fondamentale. Le marketing est essentiel pour toute entreprise. Mais votre marketing personnel l'est encore plus. C'est pourquoi nous avons exploré l'image de marque personnelle et, un mot-clé qui fait toute la différence, la différenciation. 2. Vente versus gestion de compte. Nous avons examiné la différence entre les rôles de vente et de gestion de compte, des responsabilités différentes, des objectifs différents, mais une base commune, des objectifs clairs, précis et mesurables, les objectifs SMART. 3. Email et démarchage téléphonique. Nous avons ensuite vu comment l'email est le fondement d'une prospection efficace, car un bon appel à froid n'est jamais vraiment froid. Il est réchauffé par une communication préalable. 4. CRM et organisation. Nous avons exploré comment construire des outils pratiques même sans budget. Un CRM simple peut inclure la structure des clients, le suivi du pipeline, les contrats, les taux de conversion. 5. La valeur des réunions. Nous avons analysé comment structurer une réunion efficacement, comprendre le problème du client, présenter une solution adaptée, guider vers des prochaines étapes claires. 6. Le networking. Nous avons souligné une vérité essentielle. Le networking, c'est tout. Les relations, la présence et les interactions informelles font souvent la différence. Être ouvert, humain et accessible construit des opportunités sur le long terme. 7. Communication et persuasion. Nous avons aussi exploré la communication non verbale et des éléments souvent négligés. L'environnement, le contexte, le ton, la présence. Et nous avons introduit les principes de la persuasion utilisés de manière éthique pour faciliter de meilleures décisions et non pour manipuler. 8. L'approche consultative. Un changement d'état d'esprit essentiel. Ne vendez pas, conseillez. Le véritable saut qualitatif se produit lorsque vous arrêtez d'agir comme un vendeur et commencez à penser comme un consultant. 9. La vente comme transformation. Nous avons vu comment chaque opportunité devrait être guidée vers sa conclusion grâce à l'écoute active, la personnalisation, une réflexion centrée sur le client. « 10. Erreurs courantes. Nous avons également couvert des erreurs critiques à éviter. Négliger le service client, ignorer le feedback, oublier l'après-vente. Car le parcours client ne s'arrête pas à la vente, il se poursuit longtemps après. 11. La bonne attitude. Ne jamais être agressif, ne jamais forcer. Concentrez-vous plutôt sur la positivité, l'équilibre, les relations. 12. Le conseil le plus important. Et enfin, la leçon la plus importante de toutes, soyez vous-même. Vous pouvez apprendre des techniques, des outils et des méthodologies. Mais ce qui vous différencie vraiment, c'est la façon dont vous vous les appropriez. Conclusion finale. J'espère sincèrement que cette formation vous a été utile. Et si vous le souhaitez, faites-le moi savoir. Retrouvez-moi sur LinkedIn. Dites-moi comment ce parcours vous a aidé ou quels défis vous rencontrez. Et si je peux vous accompagner davantage, je le ferai avec plaisir. J'espère vous revoir bientôt, peut-être lors d'un événement, peut-être sur LinkedIn, peut-être ici même. Je vous souhaite le meilleur et merci d'avoir fait partie de ce parcours jusqu'au bout.